Les différences ne sont pas tant au niveau de l'adolescent qu'au niveau de l'environnement. Et là, on a changé d'époque, on a changé de siècle, on a changé de millénaire. Mais j'ai commencé à enseigner la philosophie, il n'y avait pas d'Internet. Évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et en d'autres termes, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que quand on enseigne aujourd'hui, surtout quand on a cette prétention de faire réfléchir les élèves sur leur manière de penser, leur manière de vivre, aujourd'hui, nous sommes une voix parmi d'autres. Hein, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a Internet, ça change véritablement beaucoup de choses. Et donc, ça devient très difficile, j'allais dire, de faire entendre une voix rationnelle dans ce tumulte. Donc, c'est plutôt l'environnement de l'adolescent qui a changé plutôt que l'adolescent lui-même. Alors, évidemment, il y a une interaction. Donc, vous pensez que les adolescents aujourd'hui vont chercher ce que les professeurs leur offraient à l'époque, quelque part d'autre, typiquement dans les réseaux sociaux? En partie, bien sûr. Pourquoi vous pensez qu'ils se tournent vers ces outils-là? Ah, mais parce qu'ils sont plus immédiats. Parce qu'ils sont plus immédiats. Et donc, vous comprenez, toute l'histoire de la philosophie à partir de Platon, la sortie de la caverne, c'est la sortie de l'immédiateté. Parce que la vérité, elle n'est pas immédiate. Parce que le sens du beau n'est pas immédiat. C'est pas la même chose de dire ça me plaît que de dire c'est beau, etc., etc. Et donc, dans les réseaux sociaux, I like, hein, I don't like. Vous voyez, et en ce sens-là, il y a une immédiateté. Et puis un autre aspect qui est effectivement important, c'est que normalement, le professeur, il demande de rendre compte de sa position. Et ça, c'est fondamental. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir ce que vous pensez. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Et donc, si vous me dites quelque chose, pourquoi me dites-vous ce que vous me dites? C'est ça qui est intéressant. Et sur les réseaux sociaux, je peux dire ce que je veux dire et je n'ai absolument pas à en rendre compte. Personne ne me demande de rendre compte. Ça, c'est un aspect capital. Mais il y a un autre aspect. Et ça, c'est Nietzsche qui le dit, mais il le dit avant 1900, puisqu'il est mort en 1900. Il dit, dans un de ses textes, il dit « Aujourd'hui, on ne se donne plus la peine, ce n'est pas une citation exacte, aujourd'hui, on ne se donne plus la peine d'essayer de comprendre la vie de celui qui s'oppose. On se contente de le haïr. On se contente de le haïr. » Et il me semble que c'est un peu la logique des réseaux sociaux, pour ce que j'en connais, c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'ai vu les répercussions dans les 4-5 dernières années de mon enseignement, où on se rend bien compte que là, les réseaux sociaux, ce n'est pas simplement une parole qui peut se transmettre très rapidement, mais c'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression énorme. Et je me suis rendu compte chez mes collègues, mais je me suis rendu compte chez moi, que parfois, je me disais, non, ça, je ne vais pas le dire. Et cette autocensure, je ne la connaissais pas. Mais à partir du moment où vous dites, il y a déjà la possibilité que quelqu'un vous enregistre. Hein, ça peut toujours arriver. Ou que même que quelqu'un vous filme quand vous parlez. Et que vous pourriez vous trouver sur les réseaux sociaux, et on sait comment ça peut ensuite prendre une dimension incroyable, eh bien, vous commencez à avoir une parole qui est moins libre. Et ça, c'est un problème, et je l'ai senti les dernières années. Et ça, c'était une vraie difficulté. Ouais. Donc, ma question suivante était comment se manifeste justement ce changement en classe concrètement? Vous avez cité l'autocensure. Est-ce qu'il y a d'autres façons dont l'avènement des réseaux sociaux a changé la classe, en fait, la salle de classe, ou d'autres problèmes auxquels les professeurs sont confrontés aujourd'hui? Oui, on pourrait prendre un exemple, c'est la question très délicate, on n'est pas obligé d'aborder sur le fond, mais sur la théorie du genre. Ça veut dire que certains sujets maintenant, parce que la question de la féminité, on a vu ça en classe, c'était une question, c'est-à-dire la question de la féminité, c'est-à-dire la question de la signification sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire être homme? Qu'est-ce que ça veut dire être femme? C'est une question qui m'a toujours intéressé et que j'ai traité très longtemps avec mes élèves à travers l'œuvre du premier Lévinas. Eh bien, cette problématique aujourd'hui,
elle entre en contradiction avec la théorie du genre. Ou en tout cas, elle entre en friction avec la théorie du genre, plutôt qu'en contradiction. Je corrige. Et la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des camps. Ce n'est pas vrai dans toutes les classes. Ce n'était pas encore vrai dans toutes les classes. Mais dans certaines classes, on sent qu'il y a des camps. Et qu'à ce moment-là, c'est un combat quasiment politique. C'est un combat politique. Et ce n'est plus une recherche de la vérité sans présupposés, sans préjugés. Sans présupposés, sans préjugés. Du moins avec des présupposés et des préjugés qu'on interroge. Et là, ça devient très difficile. Ça devient très difficile. Et le risque, c'est que finalement, on élimine du programme philosophique les questions qui vont être trop délicates, parce qu'on n'a pas envie d'entrer en conflit, et qu'on se contente d'une philosophie, je ne sais pas, politiquement correcte. Ça, c'est le danger. Ouais. Vous avez parlé avant de rendre compte de ce qu'on pense et de l'absence de cet élément sur les réseaux sociaux. Justement, ça m'intéresse beaucoup. Vous pensez que c'est la principale raison justement de cette crise qui crée des camps, justement parce que plus personne ne rend compte de ce qu'il dit? Est-ce que vous pensez que c'est ça la raison profonde derrière? Je ne sais pas si c'est la raison profonde, mais en tout cas, c'est une raison importante. Et je citais Nietzsche qui l'a pressenti. Qui l'a pressenti. Lévinas dit aussi quelque part, aujourd'hui on peut tout dire. Pourquoi? Parce que personne ne définit ce qu'il dit. C'est-à-dire, personne ne sait exactement ce qu'il dit. Donc, c'est la même problématique. Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas d'être du même avis. On a besoin, pour les questions pratiques, d'une diversité de points de vue. Hein, comme disaient les anciens, la vérité se trouve au fond du puits. Il faut la faire remonter du puits, la vérité. Comment la fait-on remonter du fond du puits? Eh bien, en opposant les points de vue. C'est vraiment le sens du procès. Hein, voilà, il y a un procès, il faut établir une culpabilité, bon, il y a un avocat, il y a un procureur, et on oppose les points de vue. Et c'est de cette opposition du point de vue qu'on fait apparaître une vérité, et le juge ensuite va pouvoir trancher. Mais ce mécanisme-là, il présuppose un respect des points de vue différents. Mais le respect des points de vue différents, ce n'est pas simplement une attitude morale, c'est une attitude critique. Respecter le point de vue d'autrui, c'est l'identifier. Il faut d'abord que je sache ce que autrui dit, pourquoi il le dit. Non pas pour être d'accord avec lui, mais pour s'opposer raisonnablement, non pas parce que nous aurions la vérité, mais que si les points de vue sont différents, sur un même point, ça veut dire que les deux ont tort, mais en tout cas, ça c'est possible, mais en tout cas, ce qui est impossible, c'est que les deux aient raison. C'est la pure logique. Et donc, à partir de là, il s'agit d'opposer les points de vue pour faire apparaître quelque chose de vrai ou de vraisemblable. C'est ça l'objectif. Mais pour ça, il faut un esprit critique, il faut respecter, comme je viens de le dire, les points de vue, il faut s'intéresser aux points de vue d'autrui pour les combattre. Pour les combattre. L'un n'empêche pas l'autre. Pour les combattre, ça n'empêche pas, bien sûr. Mais on respecte son adversaire. Non seulement on le respecte, comme disait Héraclite, si je tue mon adversaire, hein, si je supprime mon adversaire, eh bien, le tort, il est aussi pour moi. Parce que celui qui s'oppose à moi est en même temps celui qui est en accord avec moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, je pense que c'est un problème, parmi d'autres, je ne suis pas un spécialiste, des réseaux sociaux.